Bonjour Monsieur Lormier. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, Les vérités cachées de la victoire de 1945 aux éditions du Rocher. Remarquable livre qui fait suite aux 159 que vous avez déjà écrits. On est absolument bluffé par la liste de vos ouvrages. Il y en a plusieurs qui sont déjà parus aux éditions du Rocher, dans lesquels vous reveniez sur plusieurs épisodes de la Seconde Guerre mondiale, et notamment, par exemple, les bombardements anglo-américains des côtes françaises. Et vous avez toujours la volonté d'aller nous raconter une histoire qu'on croit connue en allant chercher des épisodes ignorés, dissimulés, oubliés. Absolument. Écoutez, j'ai la volonté de vouloir balayer un certain nombre de clichés qui sont véhiculés depuis des décennies, qui viennent souvent d'ailleurs de l'historiographie anglo-américaine, qui a une certaine tendance à la francophobie. Et donc, je veux tout d'abord réhabiliter, bien entendu, les combattants français de la Seconde Guerre mondiale, et également ceux d'autres pays, et balayer donc surtout les clichés qui sont véhiculés, qui ont été véhiculés par la propagande hollywoodienne, et ainsi de suite. Alors, la propagande hollywoodienne, mais aussi un peu la propagande française, car on a l'impression que en France, suivant qu'un gaulliste ou un communiste ait écrit l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, on n'aura pas la même chose que si c'est un membre de l'ORA, un fidèle du général Giraud. Donc, il y a aussi en France une espèce d'histoire politique de la Seconde Guerre mondiale. Absolument. Disons que ça a été accaparé pendant très longtemps au niveau culturel par justement le Parti communiste et la gauche. Et justement, à travers mon livre, j'ai voulu resituer, je dirais, avoir un regard panoramique sur les événements et ne pas être réductionniste et sectaire. Et justement, montrer aussi l'action importante qui a été celle de l'organisation de résistance de l'armée, notamment avec la destruction de la colonne allemande Elster, qui a été un des plus grands succès de la résistance française, avec notamment l'action entreprise par la brigade Charles Martel du colonel Chomel, qui était une unité justement de l'organisation de résistance de l'armée, le corps Franc-Pommiès et d'autres unités de la résistance, sans bien entendu négliger l'apport qui était celui des francs-tireurs partisans ou de l'armée secrète. Mais il s'agit d'avoir un regard, je dirais, panoramique et éviter toute forme de réductionnisme et de sectarisme. Alors, la colonne Elster, justement, donc c'est le groupement du Sud-Ouest commandé par le général allemand Botho Elster, aligne 25 500 hommes au début, provenant des 158e et 159e divisions d'infanterie. Bref, on a vraiment un fort corps d'armée allemand Oui. ils vont être décimés, grignotés, réduits à rien par l'ensemble des résistants français, heureusement unis, effectivement sous la direction d'un membre de l'ORA, l'organisation de résistance de l'armée, dont les communistes parlent peu parce que évidemment elle était réputée de droite d'une part et qu'elle avait commencé à résister avant que les communistes ne s'y mettent d'autre part. Et vous racontez cette épopée, c'est absolument incroyable. Donc les Allemands progressent et voilà, c'est comme une chenille qui se fait attaquer par ses ennemis naturels. Peu à peu, ils sont réduits à rien. Absolument. Nous dirons que la résistance sud-ouest n'a pas répété les mêmes erreurs que ce qui s'est produit malheureusement dans le sud-est, où vous avez eu surtout des réduits comme les Glières et le Vercors, où ça s'est terminé malheureusement par la dispersion des maquis, puis du fait que les Allemands avaient les moyens de pouvoir engager un armement lourd face à des maquisards qui n'avaient que des armes légères. Et donc, dans le sud-ouest, on a entrepris justement ce qu'on a appelé la guérilla mobile, qui a été extrêmement efficace, c'est-à-dire multiplier les embuscades, les décrochages ensuite, et répéter les mêmes actions quelques kilomètres plus loin, si bien que la colonne Elster, qui était effectivement fort de plus de 25 000 hommes, s'est totalement disloquée. Elle était partie des Pyrénées, de la frontière des Pyrénées, est remontée jusqu'à Poitiers. Elle a voulu dépasser l'Indre. Elle a été arrêtée à ce moment-là. Et elle était totalement disloquée du fait que les maquisards ont engagé plus d'une centaine d'embuscades et également aussi des sabotages. Et finalement, cette colonne a été contrainte à la capitulation et ça a été certainement le plus grand succès de la résistance française durant les combats de la libération, puisque ça a contraint justement les 25 000 soldats allemands qui avaient été soit tués ou blessés ou prisonniers à capituler.
Alors, vous relevez dans ce volume, tout au début, une première erreur d'appréciation que vous aviez traitée d'ailleurs dans vos ouvrages précédents, c'était l'idée que la France s'était mal battue. On se souvient que Michel Goya avait, dans un livre, revalorisé tout le travail de l'armée française en 14-18 en montrant que c'était elle qui avait engagé le plus de soldats, qui avait eu les innovations industrielles les plus étonnantes, qui avait été capable de transformer le pays, qui avait mené les offensives les plus décisives et qu'au bout du compte, l'apport des Anglais et Américains avait été assez faible. Rappelons qu'il y a eu plus de soldats américains tués par le typhus en 14-18 que sur le champ de bataille. Et là, même chose, vous rappelez que en 1940, c'est pas du tout une débâcle et qu'au contraire, il y a une armée française absolument héroïque qui se bat avec acharnement et d'ailleurs au grand étonnement des Allemands qui ne s'attendaient pas à ce que l'armée soit aussi efficace. Absolument. J'avais fait dans un livre là qui était paru en 2005 comme des lions, qui était paru chez Calman Levy. Je le refais là à travers cet ouvrage là, aux éditions du Rocher justement. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il faut savoir que les Allemands ont attaqué le 10 mai 1940 avec 2700 chars et ils en ont eu 1100 qui ont été mis hors de combat en seulement 45 jours de combat. Par les Français. Également pour l'aviation, même situation, puisque les Allemands ont engagé le 10 mai 1940, le jour de l'offensive, 3500 avions, et il y en a eu 1700 qui ont été mis hors de combat, en grande partie grâce à l'armée française. D'autre part, l'armée française a joué un rôle clé dans la poursuite de la guerre en faveur de la Grande-Bretagne, puisque c'est les troupes françaises qui défendaient la poche de Dunkerque qui a permis, je dirais, le rembarquement des troupes britanniques. Il faut savoir qu'il y avait 450 000 soldats britanniques en France et 400 000 on peut rejoindre la Grande-Bretagne. Ils ont formé l'ossature des troupes qui ont débarqué en Normandie ensuite, 4 ans plus tard, puisque c'était des troupes professionnelles. Parmi elles, il y avait un certain futur maréchal Montgomery et un futur maréchal Alexander. Ils se trouvaient à Dunkerque à ce moment-là. Et ce sont les 30 000 soldats français qui ont couvert ce rembarquement et qui ont permis justement la poursuite de la guerre de la Grande-Bretagne. D'autant plus que l'armée de l'air allemande avait été extrêmement affaiblie. Elle avait perdu également, comme je l'ai dit auparavant, 1700 avions sur les 3500. Il n'y avait qu'une supériorité durant la bataille d'Angleterre de 2 contre 1 en faveur des Allemands. Il fallait 3 contre 1 pour véritablement annihiler la Royal Air Force. Donc, je dirais à ce niveau-là, l'armée française a joué un rôle clé, puisque ça a condamné Hitler à la guerre sur 2 fronts, puisque Hitler envisageait ensuite d'envahir l'Union soviétique et justement et il n'avait pas pu battre la Grande-Bretagne, donc il s'est condamné à la guerre sur 2 fronts, ce qui avait été également fatal à Napoléon et ce qui avait été fatal à l'armée allemande durant la Première Guerre mondiale. Voilà. Donc l'armée française joue un rôle décisif en 40 et donc ce n'est pas du tout une débandade. Et les Français pendant toute la Seconde Guerre mondiale en fait vont mener plusieurs offensives. Il y a la libération de la Corse, il y a la campagne d'Italie, il y a le débarquement de Provence. C'est tout un tas de 1943 à 1945. Il y a des actions absolument décisives qui sont menées par les Français. Au grand étonnement d'ailleurs des Anglais et des Américains qui aiment bien les cantonner dans des tâches subalternes et qui à chaque fois sont très surpris de voir que les Français sont capables de se battre comme des lions et même souvent mieux qu'eux. Absolument. Ça a démarré à partir de 1942 avec la bataille de Bir Hakeim où 3700 soldats issus de l'Empire des forces françaises libres ont bloqué pendant plusieurs semaines 37 000 soldats allemands et italiens en Afrique du Nord durant la bataille de Bir Hakeim en Libye, ce qui a permis le rétablissement de nouveau des Britanniques, mais cette fois à El Alamein. Ça a été reconnu aussi bien par Rommel que par Churchill. Rommel a même dit que la résistance la plus héroïque qu'il avait rencontrée durant la guerre du désert avait été contre les Français libres durant la bataille de Bir Hakeim. Donc ça a été un apport, je dirais, tactique et stratégique considérable. Il y a eu ensuite la campagne d'Italie où c'est le corps expéditionnaire de Juin qui a joué un rôle décisif dans la percée du front sur le front italien, qui a permis la conquête de Rome. Et d'ailleurs, le maréchal allemand Kesselring a déclaré que l'endroit où il avait le plus craint pour son front était l'endroit où se trouvait le corps expéditionnaire de Juin, où vous aviez des soldats de l'Empire, de l'armée d'Afrique, qui avait été constituée d'ailleurs par le général Végan et le général Giraud, avec l'apport également des troupes de la France libre. Donc on peut dire que ça a été véritablement une épopée napoléonienne. Ils ont conquis des sommets à plus de 2000 mètres d'altitude et ont percé les positions allemandes. Il y a eu débarquement en Corse, effectivement, qui a été une opération rendement menée, notamment
grâce au soutien du général Giraud et également de la résistance corse et surtout de l'armée d'Afrique, mais également aussi l'apport des troupes italiennes qui avaient rejoint également les troupes françaises. Puis il y a eu le débarquement de Provence, qui a été un succès. Il faut savoir que pardonnez-moi, Dominique Lormier, on va y revenir parce que là, si vous enchaînez l'intégralité des faits d'armes, oui, la phrase va être beaucoup trop longue. Je rappelle que vous êtes Dominique Lormier, qu'on est en train de vous recevoir sur Radio Courtoisie pour les vérités cachées de la victoire de 1945 qui viennent de paraître aux éditions du Rocher. Je rappelle aussi qu'on parlera euthanasie avec Rémitel tout à l'heure à 9h07 dans l'addition. Dominique Lormier, le premier tiers de votre livre, qui s'appelle L'apport méconnu de la France dans la victoire, de la page 9 à la page 130, est tout à fait réjouissant parce que voilà, on est sur des Français qui ont reconstitué leurs forces à l'intérieur. La résistance française a un travail de renseignement absolument remarquable qui permet notamment de détruire toutes les rampes de V2, ou en tout cas beaucoup d'entre elles qui étaient en train d'être positionnées en France pour attaquer l'Angleterre. Les forces françaises en Afrique, vous l'avez rappelé, débarquent en Corse, d'ailleurs avec une partie grâce à l'aide active des sous-marins qui avaient échappé à Mers el-Kébir au massacre organisé par les Anglais de la flotte française et qui vont livrer des armes aux Corses. Il y a ce débarquement de Provence. Le débarquement de Provence est tout à fait intéressant. Il est fait en partie avec les goum et tabors marocains, autrement dit les troupes indigènes qui sont encadrées par des officiers français qui parlent leur langue et qui, évidemment habitués au mont Atlas, ne font qu'une bouchée, si j'ose dire, des Alpes et font l'admiration et l'étonnement des Américains pour ce qui est de leur manière de se glisser avec leurs mules et leurs armes sur des sentiers ou même des absences totales de sentiers, et qui font le désespoir des Allemands qui ne s'imaginaient pas du tout qu'on allait pouvoir les attaquer par derrière. Absolument. De toute façon, le débarquement de Provence, vous savez, il y a eu 250 000 soldats français et africains qui ont débarqué en Provence pour 150 000 soldats autres alliés. Donc ça a été véritablement une opération française du débarquement, ce qui n'avait pas été le cas du débarquement en Normandie. La résistance intérieure, je rappelle qu'elle a fourni près de 80% des renseignements qui ont permis le succès du débarquement justement en Normandie, puisque c'est elle qui a fourni les renseignements précis concernant les défenses côtières allemandes, notamment à travers deux réseaux d'ailleurs qui avaient été créés par des nationalistes de droite, qui étaient Loustono Laco et Marie-Madeleine Fourcade concernant le réseau Alliance, et la confrérie Notre-Dame qui avait été créée par un Maurassien qui était le colonel Rémy. Donc véritablement, je dirais qu'à travers ces deux réseaux, nous avons eu véritablement une efficacité redoutable au niveau du renseignement de la résistance. Alors, rappelons que le général Loustono Laco avait monté aussi, avant la Seconde Guerre mondiale, un réseau de dénonciation de l'influence communiste dans les rangs de l'armée française, ce que les communistes ne lui ont pas permis. Et alors que Loustono Laco avait été déporté dans les camps de concentration, les communistes ont réussi à le faire interner à la Libération. Et une des ministres françaises de la Défense a voulu débaptiser une promotion de Saint-Cyr, considérant que Loustono Laco, conspué par les communistes, et alors que c'est un héros de la résistance et un déporté, ne méritait pas que les officiers français se souviennent de lui. Vous avez, à un moment donné, fait le compte, et vous nous dites, du débarquement de Provence, 15 août 1944, à la capitulation allemande, 8 mai 1945, l'armée française a capturé 300 000 soldats allemands. Et elle a compté de son côté 57 000 soldats tués ou blessés au combat. Donc voilà, là aussi, quand on parle de la libération de la France et qu'on a l'impression qu'il n'y a que les Anglais et les Américains qui ont bossé, c'est une espèce de mensonge. Comment se fait-il que les Anglais et les Américains soient à ce point-là francophobes ? Ils le sont d'abord parce qu'il y a une certaine forme de jalousie à travers le prestige, je dirais, de la France au niveau mondial. Donc ils ont toujours voulu essayer, je dirais, d'étouffer justement ce prestige français à travers également le mythe de Napoléon avec l'armée impériale, à travers également Louis XIV, en fait toute l'histoire de France qui a fait d'ailleurs, je dirais, l'admiration de la planète entière. Il suffit d'aller devant le tombeau de Napoléon
aux Invalides pour voir que vous avez pratiquement des gens venus de toute la planète entière pour venir admirer ce personnage historique, mais pour son génie militaire, et également du fait que la France a joué un rôle important, étant donné que c'est pas un pays anglo-américain, donc effectivement il y a des rivalités, je dirais, stratégiques, et donc il s'agit d'essayer d'étouffer un peu, je dirais, le prestige français. Et il y a en plus en France une certaine forme de masochisme national, donc véritablement il est important de rétablir la vérité historique et de restituer, comme l'avait fait justement, comme vous l'avez cité, l'historien Michel Goya à travers l'armée française de 1918. Je l'avais fait d'ailleurs à travers un livre, Le mythe du sauveur américain, une imposture historique, où je rappelais que justement que 80% des troupes alliées engagées en 1918 étaient des troupes françaises. Donc véritablement, je dirais qu'il est important de rétablir la vérité historique à travers les faits, aussi bien des archives que également des témoignages. Alors, les témoignages, c'est votre dernier chapitre, histoire inédite ou peu connue des combattants des deux camps, où, après avoir exposé voilà, les faits d'armes français, les batailles oubliées, que la mémoire gaulliste ou communiste a voulu planquer parce qu'ils ne faisaient pas partie du clan, vous nous parlez de gens avec des destins absolument stupéfiants, comme Jacques Turlan ou la fin de la guerre au 1er régiment de chasseurs parachutistes. Absolument. Le premier RCP était un régiment qui a été créé en Afrique du Nord, qui dépendait de l'armée d'Afrique et qui a mené des combats absolument héroïques dans les Vosges en 1944-1945 durant l'hiver. Il y a eu notamment la bataille de Jebsheim qui a été un petit Stalingrad en miniature et qui a causé des pertes extrêmement importantes au premier RCP, qui combattait dans des conditions très difficiles. Ils étaient très mal équipés pour le froid. Ils avaient encore des tenues en toile. Donc vous pouvez imaginer les conditions, je dirais, des combats, et ils ont réussi à arracher cette position stratégique d'une extrême importance. Je citais également le cas des combattants italiens qui ont souvent été injustement méprisés. Je rappelle qu'en Afrique durant la guerre en Méditerranée, entre les Italiens opposant les Britanniques, la flotte italienne et l'aviation italienne ont coulé pratiquement autant de navires que de navires italiens qui ont été perdus. Il y a eu près de 200 navires anglais qui ont été coulés par la flotte ou l'aviation italienne, et près de 200 pertes du côté italien. Donc il y a une inégalité des pertes, et c'est un bilan d'autant plus remarquable que la flotte italienne n'avait pas de porte-avions, qui n'avait pas de radar embarqué, ou qui ne sont arrivés que très tardivement sur les navires, et qu'ils avaient des pénuries également de carburant. Donc j'ai voulu réhabiliter à la fois aussi bien les combattants français que les combattants italiens, les deux sœurs latines. Voilà, effectivement, c'est le chapitre 3. L'Italie a-t-elle fait perdre la guerre à l'Allemagne ? J'ai vraiment été, comment dire, agréablement surpris, si j'ose dire, par votre volonté de trouver de l'héroïsme partout. Voilà, puisqu'on a cité Jacques Turlan, mais il y a aussi Pierre Bordenave et Jacques Dufour. Mais Stanley Hollis, un héros britannique, là j'ai été carrément surpris, on n'en parlera pas. Horst Breuer, artilleur allemand de la Flak, Igor Kovnev, fantassin soviétique de la bataille de Berlin, et Yoshitaka Sanda, mitrailleur japonais à Iwo Jima. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à rendre hommage en fait à tous les combattants, de quel que soit leur camp ? Il s'agit d'avoir un regard panoramique de ce conflit, et justement de ne pas tomber dans le manichéisme, et de donner, je dirais, la parole à tous les combattants qui ont combattu, je dirais, d'une manière courageuse, aussi bien dans le camp allemand que dans le camp français, que dans le camp italien, que dans le camp britannique ou américain ou soviétique, ou italien, bien entendu. Donc véritablement, je dirais que c'était important d'avoir ce regard, ces témoignages des deux camps, qui nous permet de mieux restituer, je dirais, la situation militaire à ce moment-là. Dans votre ouvrage, Dominique Lormier, Les vérités cachées de la victoire de 1945, vous poursuivez vraiment cette idée de réhabiliter en permanence la vraie histoire, c'est-à-dire celle qui n'est pas prisonnière d'un filtre idéologique. Est-ce que vous avez l'impression, 80 ans après la libération, qu'il y a encore des découvertes à faire ? Absolument, parce que de toute façon, les archives en France ont été, je dirais, totalement ouvertes qu'à partir de 2015. Donc, c'est véritablement, je dirais, un trésor de découvrir des documents, des pans entiers de l'histoire méconnue. Il y a eu notamment les combats des poches de l'Atlantique qui ont été totalement ignorés et méconnus, qui ont été menés d'une main de maître justement par des troupes françaises. Ce sont elles qui ont libéré la poche de La Rochelle, de Royan et la poche du Médoc, où il y a eu des combats extrêmement durs et acharnés, puisque
les Allemands ont résisté jusqu'au bout. Il y a eu la bataille des Alpes également, qui est souvent méconnue, celle de l'année 44-45, où ce sont également des troupes françaises qui ont enfoncé les positions à 3000 mètres d'altitude dans des conditions très difficiles. Donc je dirais qu'il y a des pans entiers de l'histoire de France qui sont méconnus, et donc il est important de rendre hommage à ces combattants qui ont permis à la France de figurer parmi les 4 vainqueurs au moment de l'acte de capitulation de l'Allemagne à Berlin en 1945, puisqu'il y avait le général de Latte de Tassigny qui se trouvait aux côtés des autres dignitaires alliés. Il y a d'ailleurs une photo célèbre où on voit Yukov, Eisenhower, Montgomery et également le général de Latte de Tassigny, qui symbolise les 4 grandes puissances victorieuses à l'ouest. Et il y avait eu des soldats français qui étaient allés planter le drapeau français au-dessus du repère d'Hitler quelques jours auparavant. Avant même les troupes américaines, contrairement à ce qu'a raconté l'historiographie américaine, c'est la division Leclerc qui est arrivée la première et qui a planté le drapeau tricolore, qui symbolisait véritablement, je dirais, le triomphe français au moment des combats justement de la victoire de 1945. Dominique Larmier, merci beaucoup. Voilà, je rappelle une fois de plus les vérités cachées de la victoire de 1945 aux éditions du Rocher, un ouvrage passionnant sur la France, mais aussi l'Italie, Hitler, l'Allemagne, autrement dit toute cette Seconde Guerre mondiale qui a structuré le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, moins par ses combats que par ses résultats politiques. Un ouvrage passionnant. Merci beaucoup et j'espère que vous reviendrez nous parler de la manière dont certaines des vérités ont été cachées aux Français pendant si longtemps. Absolument. Écoutez, ça sera avec le plus grand plaisir et je vous en remercie.